Bonjour Christian Doubert, Bonjour Mike. c'est Michael Baron. Bonjour à toi. Alors on va parler de toutes tes activités. Comment tu en es venu t'intéresser au sujet de Rennes Château déjà? C'est assez jeune je pense. Oui, c'est assez jeune. Enfin, il faut dire que de tout gamin, vraiment tout gamin, dès l'école primaire, j'étais passionné par les sujets mystérieux, les histoires paranormales, tout ce qui concernait les fantômes par exemple, les ovnis, et puis évidemment les histoires de trésors. Et donc, gamin, j'avais lu dans le journal de Mickey qui chaque été faisait un sujet spécial sur les trésors. J'avais lu un petit article sur cette histoire de Rennes-le-Château qui m'avait semblé fascinante, mais alors quand j'étais gamin, je ne savais pas du tout que c'était dans l'Aude. Moi, j'imaginais ça en Bretagne par rapport à Rennes, je sais pas. On va savoir peut-être. Voilà, dans ce secteur-là. Et bon, j'ai grandi à côté de Montpellier, donc voilà, pourtant c'était tout proche, mais je me suis pas posé la question à l'époque. Et puis plus tard, donc quand j'étais au lycée, dans les années 90, en 92 exactement, il y a eu une émission sur TF1 qui passait en prime, qui était sur les sujets justement mystérieux. Mystère. Voilà, c'était mystère. Et 92-13 aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc dans Mystère, un reportage sur Rennes-le-Château. Et là, ça m'a captivé parce que c'était, pour moi qui était fasciné par les histoires de trésors, c'était Indiana Jones dans la réalité, quoi, avec des codes, voilà, une église cryptée, etc. J'ai voulu en savoir plus. Voilà. Et ça a été le véritable déclencheur. Il se trouve que mes parents avaient deux bouquins. Alors, ils ne s'intéressaient pas du tout à l'histoire de Rennes-le-Château, mais c'était deux best-sellers de l'époque. Donc, du coup, ils les avaient dans leur bibliothèque. C'était L'énigme sacrée et L'or du diable, qui avait été adapté en série télé, que je n'avais pas vu d'ailleurs, moi, à l'époque. Et donc, j'ai lu ces deux bouquins et ça m'a donné encore plus envie de venir sur les lieux. Donc, je suis venu sur les lieux. La première fois que tu es venu, c'était quand? Alors c'était dans les années 90, quelques temps après, donc en 92, quelques temps après la diffusion de Mystère. Et à l'époque, donc c'était Henri Bution qui était propriétaire du domaine. Et c'est vrai qu'Henri Bution, donc c'était un personnage. Il y avait l'orateur, il avait une voix qui fascinait. Il y avait le côté mystériologique, puisque moi j'étais venu à la base pour une histoire de trésor. Et avec Henri Bution, ça s'est tout de suite ouvert sur autre chose en fait, puisque lui parlait par exemple d'ovnis, de traces d'atterrissage d'ovnis dans la région. Et comme ce sujet-là me fascinait vraiment, il faut savoir qu'à l'époque, avant ma passion pour Rennes-le-Château, j'étais passionné par les ovnis. C'était vraiment ma première grande passion dans le paranormal, l'ufologie. Et puis Rennes-le-Château est arrivé et ça a pris le dessus. Mais voilà, le fait qu'on parle d'ovnis à Rennes-le-Château, ça m'a titillé à l'époque. Il y avait Jean de Rigny aussi qui en parlait. Alors voilà, il y en avait d'autres. Oui, absolument. Donc Jimmy Gueux, évidemment, j'étais fan. J'achetais toutes ces cassettes, les Portes du Futur, dont les 2 épisodes sur Rennes-le-Château. Et effectivement, il y avait cette ouverture. Et puis alors, d'entrée de jeu, ce sont les thématiques religieuses qui m'ont parlé aussi. C'est-à-dire que je suis très très peu resté sur l'histoire du trésor au final. Et très vite, ça a été plutôt l'idée du secret d'église, un secret lié au Christ et à Marie-Madeleine. Alors ça s'est affiné au fil du temps, évidemment. Mais ça, c'était là dès le début, en fait. Et c'est vraiment ce qui m'a capté dans cette histoire. Mais tu t'es intéressé aussi à toute la littérature autour de Rennes-le-Château, parce qu'aussi tu as une maîtrise de lettres modernes. Oui, Donc, bien sûr. un cursus aussi déjà universitaire qui t'a donné envie de lire aussi sur des sujets. Absolument, alors j'étais déjà un lecteur à l'époque évidemment, donc quand je suis venu ici la première fois je suis revenu avec des livres évidemment que j'ai acheté sur place. Et puis bon, à l'époque c'était ça, il n'y avait pas internet, il faut resituer dans le contexte des années 90, donc il n'y avait pas internet, donc la source d'information principale et unique c'était les livres. Et chaque fois donc que je venais à Rennes-le-Château, c'était une visite obligatoire à la librairie avec les nouveautés qu'on découvrait sur le moment, parce qu'à l'époque voilà, il n'y avait pas de vecteur d'internet pour faire la pub des livres. C'était souvent des petits tirages donc qu'on découvrait sur place. Et donc il y avait ce côté-là qui était assez magique aussi, c'était de savoir ce qui avait été publié. Et donc j'ai lu beaucoup. Et alors tu évoquais le cursus littéraire, oui, c'est quelque chose qui m'a servi aussi énormément parce que je suis passionné de littérature. Et c'est vrai que l'histoire de Rennes, elle a un côté littéraire aussi. C'est une histoire qu'on écrit, c'est une histoire qui a différents niveaux de lecture. Et le cursus en lettres modernes m'a donné aussi des outils intellectuels pour aborder cette histoire sous un angle un petit peu différent. Parce que tu as écrit aussi sur Lovecraft et d'autres sujets en fait, plus dans l'ésotérisme. Oui. Tu es aussi président de l'association Terre de Redae.
toujours actuellement? Oui, 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 toujours actuellement, même si l'association est actuellement plutôt en sommeil, hein, et attend un réveil, mais oui, oui, j'en suis actuellement toujours président. D'accord. Ton premier livre, en 97, Rennes-le-Château, Le Grand Héritage. Ouais. Combien de temps tu as mis à l'écrire? Dans quel état tu étais pour faire ce livre? En fait, à la base, j'avais pas du tout prévu d'écrire un livre, hein, puisque je me projetais pas, la carrière d'écrivain, hein, à ce moment-là. Ce qui se passait, c'est que je prenais des notes régulièrement sur cette histoire de Rennes-le-Château, sur les lectures que je faisais. J'allais beaucoup sur le terrain aussi, hein, quand je venais. À l'époque, je traçais beaucoup de lignes sur les cartes, hein, tu vois. Voilà, j'étais dans cette optique de résoudre l'énigme. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais un corpus de notes personnelles qui était assez important. Et je me suis dit, mais pourquoi pas les mettre en ordre et faire un bouquin? Parce qu'après tout, j'avais commencé à développer une thèse, hein, qui me séduisait beaucoup à l'époque. C'était l'idée de la tombe du Christ dans la région déjà. Et puis aussi, déjà à l'époque, alors j'étais assez fasciné par ce qu'on appelle les apocryphes, hein, de Rennes-le-Château, c'est-à-dire tous ces écrits signés sous des faux noms par Pierre Plantard, notamment Serpent Rouge. Et dès ce moment, je concevais que c'est... Pardon ? Lobino. Oui, voilà, oui, tout le dossier Lobino. Et à ce moment-là, je concevais déjà que ces documents qu'on considérait comme des faux, comme des falsifications de l'affaire, contenaient des clés importantes. Et donc c'est un autre sujet que je traitais déjà à l'époque, alors pas de façon aussi approfondie que je l'ai fait par la suite. Mais je m'étais dit, voilà, il y a ces deux éléments qui sont peut-être nouveaux dans l'histoire de Rennes. Et du coup, ça m'a donné envie de publier ce premier ouvrage, Rennes-le-Château, le Grand Héritage. Et après ça, j'ai enchaîné, hein, puisque après j'en ai publié un autre. Sur Saunière, voilà. prêtre libre, de Voilà, Rennes-le-Château. prêtre libre, voilà. Et donc ça a été un ouvrage fondamental aussi, parce que c'était un gros travail de recherche en archives sur la vie de Saunière, avec des documents inédits qui n'avaient jamais été publiés à l'époque. Donc c'est un des bouquins qui a été salué, hein, et ça m'avait fait plaisir évidemment à l'époque, notamment par Michel Vallée alias Pierre Jarnac, hein. Oui. Et pour moi c'était très honorifique, hein, parce que bon, j'étais un petit nouveau dans l'histoire, et que ce bouquin-là soit reconnu comme étant de qualité, voilà, c'était très valorisant. Et puis après j'ai enchaîné sur Marie-Madeleine, interdit, voilà. aussi, Ouais. 2001. Ouais. Là, tu peux nous en parler un petit peu aussi. Alors l'évangile interdit, là c'était donc je revenais sur l'aspect plus mystérieux, plus religieux de l'énigme de Rennes-le-Château, puisqu'alors que dans Prêtre libre, hein, je me concentrais uniquement sur la vie de Béranger Saunière à Rennes-le-Château sans parler du mystère. Là je revenais sur les connexions avec Marie-Madeleine, et donc c'était déjà un travail sur eh bien, les écrits gnostiques en fait, hein. Cette Marie-Madeleine effacée des livres d'histoire par l'Église. La Reine oubliée. Et voilà, c'était déjà une préfiguration. En 2004, ouais. Voilà, Ça absolument. préfigurait, Ça, c'est l'épouse du Christ. C'est ça. L'évangile interdit, c'était un premier travail sur Marie-Madeleine, j'allais dire un travail de surface, hein. Et puis avec la Reine oubliée et la Terre élue, voilà, là, je suis vraiment entré en profondeur dans l'étude de Marie-Madeleine avec un énorme travail de recherche, hein. J'ai lu à peu près tous les textes qui avaient été écrits sur elle. Actuellement, on peut dire que tu es un des spécialistes de Marie-Madeleine, qui a fait le plus de travaux sur le sujet actuellement, sur Rennes-le-Château. Oui, oui. Oui. Et en essayant donc de faire évidemment des connexions avec cette histoire. Est-ce que tout ce qu'on raconte sur Marie-Madeleine à Rennes-le-Château est crédible ou pas? Et au sortir de cette étude, ma réponse était oui, parce que je passais longtemps dans ce texte-là à étudier le légendaire provençal et les origines historiques du légendaire provençal, les origines gnostiques et antiques de ce légendaire. Et donc tous ces éléments que j'ai exhumés et que j'ai apportés dans cette étude, montrent que oui, Marie-Madeleine est certainement arrivée dans le sud de la France, et que cette histoire-là a été effacée par la suite par l'Église, et qu'il y a sans doute des connexions d'ailleurs avec plus tard la résurgence cathare en fait, hein, le catharisme qui clairement est relié à ces premiers chrétiens arrivés en Gaule très rapidement en fait après la disparition de Jésus. Après, tu as écrit aussi La tombe perdue. Alors, certaines pensaient à justement Robert Ambelin qui avait écrit sur le mortel secret par rapport à Jésus. Ouais. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose
son travail, Robert Ambelin. Alors, il y a toute une littérature voilà, hein, que j'ai C'était lue un à des premiers l'époque. à en parler aussi. Oui, Robert Ambelin, évidemment, je l'ai lu à l'époque. Alors, c'est vrai que son hypothèse, bon, j'étais dans une époque, on va dire, encore, c'était encore l'époque de l'adolescence, donc avec cette envie de mystère, hein, et puis un peu de sensationnel, il faut le dire. Et le bouquin d'Ambelin remettait en question de façon sensationnelle l'histoire de Jésus. Et évidemment, alors il développe hein, dans ce bouquin notamment l'idée que Jésus avait un frère jumeau, Thomas, et que ce frère aurait été sacrifié à sa place, qu'il y aurait eu une espèce de supercherie. C'est la thèse qu'il défend, et que certains auteurs rapprochent donc des fameux deux enfants Jésus de l'église de Rennes et Château, qu'on voit dans l'église et qu'on voit Et ailleurs. de Hein. Jésus, où il y a le Jésus incrucifié et l'autre qui serait vivant. Voilà, alors c'est une hypothèse qui Avec Marie de Béthanie. C'est une hypothèse qui à l'époque m'avait séduit, m'avait interpellé. Aujourd'hui, à laquelle aujourd'hui je ne souscris pas parce que j'ai une vision plus affinée de Jésus, en fait, hein, plus spirituelle. Pour moi, ça me semble impensable que Jésus ait monté une telle supercherie. Voilà, je vois en lui un authentique maître spirituel, hein, véritablement, quelqu'un qui a un enseignement et je ne le vois pas envoyer quelqu'un à sa place. Il y a au contraire, quand on lit les évangiles, un courage hein, qui est là à toute épreuve, une soumission au destin. Donc c'est des théories auxquelles aujourd'hui je ne souscris plus, mais qui à l'époque m'avaient paru intéressantes et que j'avais donc rencontrées à travers ces lectures. D'accord. Alors tu as sorti après aussi l'église de Rennes-le-Château, Marie-Madeleine et le prieuré de Sion, là où on attaque un peu ce qu'avait commencé à l'époque le Jean-Luc Chomeil, hein, donc, avec Charivari. Les archives du prieuré de Sion aussi, en 1974, quand il a fait une interview à la recherche du roi perdu. Il a fait la première interview de Plantard. Alors, tu peux parler de ce livre, le prieuré de Sion. Alors le prieuré de Sion, voilà, bon, 2012. alors là on est en 2012, c'est un bouquin qui paraît chez Arca, qui est coécrit hein, en fait avec Thierry Garnier. Il y a deux parties, donc la première partie qui est une partie historique hein, sur Plantard, sur le prieuré de Sion, comment ça s'est mis en place, qui est donc une partie qu'on a écrit à deux. Et il y a la deuxième partie du livre qui est tout le corpus de textes justement émanant du prieuré de Sion. Donc c'est cette partie que j'ai écrit seul et qui là est une analyse de textes en fait, et notamment des textes relatifs à Rennes et Château, ceux qui émanent de Plantard et puis ceux qui émanent des acolytes hein, de Plantard comme Circuit de Philippe de Chérizet, dont je fais une analyse littéraire du coup, hein, très précise et c'est un texte qui est absolument fascinant Circuit hein, parce qu'il a énormément de niveaux de lecture, il en a 6 ou 7. Il est rempli de symboles qui renvoient à différentes traditions. Voilà, donc ce livre il était fondamental dans la mesure où, pour moi en tout cas, il s'agissait de montrer que toute cette mystification, parce que c'est une mystification, le prieuré de Sion, on ne peut pas le prendre dans un sens historique, mais que toute cette mystification n'était pas gratuite, mais au contraire portait un message symbolique, un message ésotérique très structuré. Et c'est là que ce travail se distingue en fait de celui de Jean-Luc Chomeil, qui lui est un pourfendeur en fait, hein, de Pierre Plantard, qui ne l'apprécie pas du tout. Moi, au contraire, à partir de ce bouquin-là, je défends l'idée que Plantard a conçu une fable symbolique. Alors je vais affiner ça après dans le secret dévoilé hein, de façon plus précise, mais ce travail sur le prieuré de Sion est fondamental dans la mesure où il m'a poussé vraiment à me plonger dans ces textes et à les disséquer, en tirer les différents niveaux de lecture et avoir des choses que on n'avait pas vues jusqu'à présent, parce que ces textes, on les abordait comme des pièces d'archives, alors tantôt historiques, tantôt falsificatrices de l'histoire, mais jamais comme des symboles ésotériques. Et en fait, c'est comme ça qu'il fallait les aborder, et c'est comme ça que j'ai commencé à les aborder à partir de cet écrit sur le prieuré de Sion. Ça rejoint ce que dit un peu Gino Sandry, que certains textes en long des oiseaux, en ellipse, quand il évoque justement tous les textes qui en fait ne seraient pas que des faux, mais derrière il y a un code. C'est ça. Oui, il y a un codage. Il y a un codage. Et plus j'ai travaillé sur ces textes, je vais te laisser poser la question, mais oui. Plus j'ai travaillé sur ces textes, plus ça m'a semblé évident. C'est-à-dire, c'était comme je l'ai dit hein, tout à l'heure, un pressentiment qui était là dès le début chez moi. Mais si tu veux, au fil du temps, évidemment, ma culture ésotérique s'est affinée, ma culture symbolique s'est affinée, et donc j'ai vu ressurgir de ces textes des choses tout à fait extraordinaires. Serpent rouge, par exemple.
c'est un de ces textes qui a été déposé à la BNF par Pierre Plantard, dans des circonstances d'ailleurs assez troubles, puisqu'il y a falsification de date de dépôt. Enfin, il y a toute une énigme autour de la façon dont ce texte a été déposé à la Bibliothèque nationale. Mais Serpent rouge, pour ceux qui ne connaissent pas, pour résumer, c'est un texte poétique en 13 strophes, chacune rattachée à un signe du zodiaque, donc un zodiaque à 13 signes avec le serpentaire, et qui décrit le voyage dans la région de Rennes-le-Château-Rennes-les-Bains d'un mystérieux pèlerin qui vient rechercher la tombe de la Belle Endormie. Alors, on peut le prendre au premier degré en se disant que c'est un codage, puisqu'il y a des références précises à certains rochers de Rennes-les-Bains, à certaines rivières. Le Serpent rouge, par exemple, c'est un des niveaux de lecture, c'est le niveau de lecture justement géographique. Puisque quand il y a énormément de terre rouge dans ce périmètre géographique-là de Rennes-les-Bains, et quand il pleut énormément, cette terre rouge se déverse dans la rivière qui devient rouge, véritablement rouge, et sa forme ondulante fait comme un énorme serpent rouge. Voilà, donc il y a ce degré de lecture-là, mais il y en a d'autres, et petit à petit, j'ai décodé ces autres niveaux de lecture. Un degré maçonnique, par exemple. Ce texte-là est structuré sur l'initiation au grade de maître en maçonnerie. Et puis, il y a tout ce qui se rattache à la thématique Atlantis, à la thématique Paul Lecourt. Et donc là, voilà, on rentre dans quelque chose de plus mystérieux que j'ai vraiment développé dans Le Secret dévoilé, pour le coup, qui est un des bouquins que j'ai publié par la suite et qui résume toutes mes recherches sur Rennes-le-Château. Effectivement. Et tu as aussi fait sur le cercle de Narbonne aussi. Oui. Donc là, avec une préface de Gino Sandré. Absolument. Oui. Alors, le cercle de Narbonne, ça c'est une autre découverte essentielle. Là, on est vraiment dans la recherche en archives, en fait. Le cercle de Narbonne, ça part de la découverte que j'ai pu réaliser aux archives départementales de l'Aude, d'un dossier sur Alfred Saunière, qui est le frère de Béranger Saunière, le frère de l'Ombre en fait, qui à l'époque était le personnage public d'ailleurs, et puis qui a été complètement occulté par l'histoire et dont on a redécouvert finalement assez récemment qu'il était un personnage central de l'affaire Saunière à Rennes-le-Château. Et donc ces documents, ce sont des rapports de la sous-préfecture de Narbonne sur Alfred Saunière et sur le cercle catholique de Narbonne. Alors, cercle catholique, pour résumer, c'est à la base, ce sont, parce qu'il y en a plusieurs en France, il n'y en a pas qu'à Narbonne, ce sont dans les années 1870 des cercles qui ont été créés, des cercles d'influence qui officiellement étaient des cercles de bienfaisance. Il y avait des bons, par exemple, de réduction pour les pauvres, il y avait des dames patronesses qui allaient aider les familles modestes, etc. Donc ça, c'était le côté officiel. Mais officieusement, c'était des cercles qui étaient chapeautés par les grandes familles aristocratiques et qui avaient pour but à l'origine de permettre le retour en France du comte de Chambord, et qui, après la mort du comte de Chambord et donc la perte de cet espoir d'un retour du roi en France, eh bien, se sont transformés en instruments de propagande et d'influence, de lobbying catholico-monarchiste. Voilà. Et Alfred Saunière a été plusieurs fois placé à la tête du cercle catholique de Narbonne. Et ce cercle-là va jouer un rôle déterminant dans le financement des travaux de l'église de Rennes, puisqu'on connaît bien, on connaissait bien le début de l'affaire Saunière à Rennes-le-Château. Il arrive en 1885. À l'automne 1885, il est suspendu de ses fonctions parce qu'il a enfreint une loi, c'est celle de la neutralité politique en chair. À l'époque, on est avant la séparation des églises et de l'État, donc voilà. Donc les curés sont rémunérés par le ministre des Cultes et donc ils ont des obligations par rapport à l'État. Et parmi ces obligations, la neutralité politique. Donc Saunière l'enfreint, il se prononce très clairement contre la République en chair, il est dénoncé, il est suspendu de ses fonctions par le ministère des Cultes, et son évêque, pour lui assurer un revenu, le nomme professeur au petit séminaire de Narbonne. À Narbonne, il retrouve donc son frère, il est introduit auprès du cercle catholique, et quand il revient à Rennes-le-Château à l'été 1886, eh bien, il a de l'argent. Il a de l'argent qui est directement fourni par le cercle catholique et par les familles importantes de ce cercle. La donatrice du maître-autel, qui est une des premières donatrices de l'abbé Saunière à Rennes-le-Château, Marie Cavaillé, sa famille est affiliée au cercle catholique. La comtesse de Chambord, évidemment, ces œuvres-là ont été conçues pour elle et pour son mari. Donc ça explique aussi le don de la comtesse de Chambord, ça explique le don de la famille de Boxotte. Et dans ces rapports, il y avait des agents infiltrés. Il faut rappeler que c'est vraiment la guerre des deux France à l'époque. Il y a des tensions extrêmement fortes
qu'il y a des tentatives insurrectionnelles ou des suspicions de tentatives insurrectionnelles qui sont dans tous les esprits, et du coup, il y a de l'espionnage. Et donc le cercle catholique est infiltré par des agents républicains qui ont signé des rapports très précis. Et notamment, il est question d'une réunion dans un château avec les bannières du cercle sur lesquelles est écrite en gros la devise des cercles, Inox Signo Vinces. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver au-dessus du fronton de l'église de Rennes. Donc les donateurs de l'abbaye ont clairement signé leur œuvre. C'est le cercle catholique de Narbonne qui a financé la rénovation de l'église de Rennes. Est-ce que c'est en récompense de l'engagement politique de l'abbé, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Voilà, c'est une des questions qui est soulevée. Et d'ailleurs, dans sa préface, Gino Sandri glisse quelques indices pour orienter, pour ceux qui veulent résoudre cette question-là, parce que pour moi, le cercle catholique, effectivement, il y a une façade, mais ce qui est très troublant, c'est que là aussi, mes recherches ont montré que les cercles catholiques ont des accointances avec la maçonnerie philosophique de l'époque, donc cette maçonnerie symbolique en fait qui se soulève à ce moment-là contre la maçonnerie politisée du Grand Orient, la maçonnerie laïcarde, anticléricale et républicaine. Il y a d'autres courants maçonniques qui sont spiritualistes et qui eux ont des intérêts communs avec ces structures religieuses. Mais aussi tout autour, il y avait Société Angélique, Société du Brouillard, qui était autour de toute cette affaire de Rennes-le-Château, plus ou moins. Alors c'est difficile, c'est difficile, mais alors ce qui est certain par contre, c'est que effectivement, on a quand même des liens donc à travers le cercle catholique avec certaines mouvances de la franc-maçonnerie, et puis on a des connexions certainement avec la Rose-Croix toulousaine. Oui. Pour moi, c'est vraiment la clé. Alors, ça c'est arrivé après. C'est vraiment ce que les occultistes de la belle époque appelaient la Rose-Croix de Toulouse. Et cette Rose-Croix de Toulouse qui transparaît dans les écrits de Spencer Lewis. Alors, ça c'est assez étonnant, c'est-à-dire que Spencer Lewis, donc, qui est américain, il s'intéresse à la Rose-Croix, donc à la Fama Fraternitatis, à ces textes fondateurs qui sont apparus à un moment donné de façon tout à fait mystérieuse. Et il veut comprendre, il veut trouver des Rose-Croix. Et aux États-Unis, il a conscience que c'est un pays récent, qu'il ne va pas trouver des réponses. Donc, il vient en France, il arrive à Paris, et il y a tout un périple mystérieux. Je ne sais pas si j'ai le temps de le relater. Ouais, ok. Donc, il rentre dans une librairie ésotérique parisienne pour essayer d'avoir des réponses sur la Rose-Croix, pour le mettre en contact, etc. Et à ce moment-là, on lui montre une gravure dans cette librairie avec une tour. Et on lui dit retenez bien cette image. Et puis, on lui dit maintenant, vous allez du côté de Lyon. Donc, il prend le train, il va à Lyon. Il y a tout un jeu comme ça à Lyon. Pendant le trajet, on lui dit qu'il faut continuer en fait jusqu'à Montpellier. Donc il arrive à Montpellier, on lui a indiqué un certain hôtel, puis il va dans les jardins du Pérou, devant le château d'eau. Et là, il y a une laitière qui lui transmet un message. Enfin voilà, il y a tout un protocole qui est mis en place. Et de Montpellier, on le guide jusqu'à Toulouse. Et alors à Toulouse, il arrive au Capitole et c'est là que c'est intéressant. Il observe les fresques, il part d'un photographe. Et ce photographe... je vais y revenir, mais là c'est très intéressant. Et donc ce photographe remarque que Spencer Lewis regarde ses fresques avec un œil particulier, comme s'il cherchait à y déchiffrer un message, comme s'il avait reconnu certains symboles dans les fresques du Capitole. Et du coup, ce photographe lui indique une autre direction à prendre. Et en prenant cette direction, il finit par retrouver cette fameuse tour qu'on lui a montrée sur une gravure à Paris. Et là, il rentre dans cette tour et puis on le dirige vers... un domaine à l'extérieur de Toulouse, et là il est initié dans une crypte, et puis c'est après ça qu'il revient aux États-Unis et qu'il fonde donc la Morque, l'antique et mystique ordre de la Rose-Croix, et il raconte tout ça dans un voyage d'un pèlerin en Orient. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que on peut se poser la question, pourquoi un Américain, c'est vrai que ça ressemble à une fable tout ça, mais comment ça se fait qu'il arrive à Toulouse, précisément dans la région? Et ce qui est encore plus troublant, c'est que le photographe, donc le nom a été donné, et on le retrouve dans les correspondants de Saunière sur son carnet de correspondance. Donc ça c'est extrêmement troublant, ça veut dire qu'effectivement Saunière, alors peut-être que lui, je pense que lui n'est pas conscient de tout ça, mais autour de lui gravite un certain nombre de personnes qui sont impliquées dans des sociétés secrètes, et notamment rosicruciennes. Moi, voilà, mon hypothèse aujourd'hui, c'est qu'il a été téléguidé, influencé, et que dès cette époque-là, en fait, il y a des sociétés
que j'appellerais rosicrucienne, hein, dans le sens de la Belle Époque, hein, de cette Rose-Croix de Toulouse, hein, et que cette société-là a orienté Saunière. Alors oui, il a trouvé quelque chose, oui, il a fait des recherches de nature trésorière archéologique, mais il a été influencé par un groupe qui a essayé de monter quelque chose ici à Rennes-le-Château. Voilà, ça c'est ma conviction, et ça expliquerait qu'il y ait une certaine symbolique à la fois dans l'église et dans le domaine. Dès cette époque-là, on veut faire quelque chose. C'est interrompu après la mort de Saunière avec la guerre, et puis après avec la guerre de 39-45, et après-guerre, progressivement, cette œuvre est poursuivie par Pierre Plantard. Alors, il y a plusieurs choses. Ouais. Un personnage très intéressant qui est assez trouble, c'est Georges Monti, qui, créateur d'Alpha Galate, qui peut-être instrumentalise Plantard, qui après instrumentalise les autres. Ce Georges Monti était agent secret, il a fait partie de plein de mouvements, il est mort assassiné en 1936. Qu'est-ce que tu penses de ce personnage et de ce qu'il a apporté finalement pour Éruption? Peut-être que c'est lui une des clés. Alors, avant Plantard. Alors, ce qu'il faut comprendre, oui, dans cette histoire, c'est que donc Plantard a instrumentalisé un certain nombre de personnes, hein, d'auteurs, Gérard de Sède, Jean-Luc Chaumeil, Henri Lincoln, Deloup et Bretigny, donc il a manipulé pour leur faire écrire des livres. Mais il faut bien comprendre que Pierre Plantard n'était pas seul, et qu'au-dessus de Pierre Plantard, il y avait d'autres marionnettistes, hein, qui l'ont lui-même téléguidé, amené dans la région. Alors Georges Monti, j'ai pas suffisamment d'éléments sur Georges Monti pour être certain de son influence dans toute cette histoire. Il est mentionné, hein, par De Sède, qui lui donne une importance cruciale. Voilà, quand De Sède publie chez Robert Laffont les impostures, les fantasmes sur l'affaire de Rennes-le-Château, il parle de Monti et il lui donne une place capitale effectivement dans cette histoire. Pour ma part, j'ai pas trouvé suffisamment d'éléments. L'influence qui me semble la plus importante, c'est quelque chose qui se situe dans l'ombre en fait, dont on n'a pas le nom. Pierre Plantard se rattache clairement par sa pensée au groupe Atlantis, à Paul Lecourt. Il fait énormément d'allusions à Paul Lecourt, et donc par Paul Lecourt au Héron du Val d'Or. Donc c'est-à-dire que en fin des années 30, donc on a Atlantis qui est créé, le groupe Atlantis qui est créé par Paul Lecourt, et ce groupe Atlantis veut être la continuité d'une œuvre plus ancienne, le Héron du Val d'Or, qui lui remonte vraiment à la fin 19e, début 20e. On est dans Fulcanelli, on est proche de tout ça aussi. Alors il y a une méthodologie commune. Je pense qu'effectivement il y a une façon de faire commune. On retrouve effectivement des... mais voilà, systématiquement on retrouve des liens avec Atlantis. Et ce qui est frappant, c'est quand on regarde l'évolution du groupe Atlantis et l'évolution de Plantard et du Préré de Sillon qu'il a créé, on voit qu'il y a des... c'est ce que j'expose dans mon bouquin Le secret dévoilé. On voit qu'il y a des simultanéités. Comme s'il y avait quelqu'un au-dessus qui pilotait ces deux entités et qui déclenchait en même temps les mêmes événements. Et quand on regarde le programme aussi qu'avait fait Paul Lecourt, hein, sur la création d'une nouvelle chevalerie pour réveiller la tradition atlante. Vaincre pour une nouvelle chevalerie. Oui, mais alors Pierre de France. Oui, Pierre de France, mais c'est le même programme que Paul Lecourt. C'est ça qui est intéressant. Donc il y a une influence de Lecourt sur Plantard, mais il y a sans doute une influence de quelqu'un d'autre à la fois sur Lecourt et Péladan a une influence sur Monti. Péladan. Oui. Oui, donc la revue Circuit aussi a parlé de tout ça par la suite, a mis en exergue tout ça aussi. Alors la revue Circuit, voilà, c'est une revue qui est une des revues qui est un noble, hein, 14 carré de noblesse. Et la revue Circuit, c'est une des revues qu'a créé Plantard, et donc qui va développer certains aspects ésotériques, hein, tout à fait déterminants pour comprendre ce qu'il a fait à Le Château, notamment autour des cycles, hein, autour du Nouvel Âge. Mais alors là, je dis le Nouvel Âge dans le sens noble du terme, ésotérique du terme. C'est un terme qui aujourd'hui est un peu dévoyé, hein, par l'ésotérisme 2.0 et le New Age, mais le Nouvel Âge, vraiment dans la pensée de Paul Lecourt, c'est quelque chose qui se ramène à une science ésotérique, j'allais dire solide. Alors, il y a quelqu'un d'intéressant, c'est Alain Féral, la clé du royaume des morts, qui développe la théorie dualiste.
Alors, l'idée qu'il y aurait donc une tour blanche, une tour noire, que même sur les photos, Saunière s'habille en noir et Leonardo en blanc, avec différents personnages. Donc il y a toujours ce blanc et ce noir qui revient. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie et est-ce que tu penses que Ferral a peut-être plus d'influence d'action, enfin je veux dire, dans l'affaire de Rennes-le-Château, plus qu'il n'y parle? Ferral de me Plantard, sem- ça, oui, je oui, 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 non. Alors, Ferral me semble être un personnage effectivement aujourd'hui disparu, mais Oui. qui est déterminant C'est un arpenteur, et qui qui a arpenté tout Rennes-le-Château, c'est un peu le château de Kafka, absolument, on oui, est oui, là-dedans, oui. hein. Non, mais il y a quelque chose de fascinant chez lui. Alors, c'est quelqu'un que j'avais eu la chance de croiser puisqu'il avait encore une boutique quand je suis arrivé à Rennes-le-Château. J'avais pu avoir, à l'époque, il n'avait plus les éditions originales de Clé du Royaume des Morts, mais il vendait des photocopies. Et donc j'avais pu avoir quasiment dès mon arrivée ce support-là qui m'avait fasciné parce que bon, c'est un artiste, hein, Alain Ferral était un artiste. Bien sûr. Et donc il a fait un relevé tout à fait minutieux, mesuré au centimètre près du domaine de la Bessonnière, du cimetière, de l'église, etc. Il a retranscrit ça, j'allais dire, sous une forme quasi onirique dans sa Clé du Royaume des Morts avec des dessins tout à fait magnifiques, hein, vraiment. Il avait réalisé aussi une maquette qui est visible dans le musée de Rennes-le-Château aujourd'hui, une maquette animée, c'est avec tout un système de poulies en pelouvrière. Et donc Ferral avait mis effectivement en lumière plusieurs choses fondamentales, la récurrence de certains nombres, par exemple 11, les 11 marches, les 22 marches, etc., qui reviennent souvent dans la structure du domaine. Il a mis en évidence effectivement ce jeu sur le blanc et le noir au niveau des tours, c'est incontestable. L'échiquier aussi, c'est lui qui a mis en évidence le fait que si on prend le calibre de la tour Magdala, qu'on le rapporte sur l'ensemble du belvédère, on tombe sur l'autre tour et on dessine un échiquier donc de 8 cases sur 8 cases, et donc avec ces deux tours, une noire et une blanche, et donc ce jeu d'échecs qui est là, démesuré, qu'on retrouve aussi puisque bon, dans le carrelage de la tour Magdala, avec ce damier de 8 sur 8. Et puis Ferral avait mis aussi en évidence autre chose de tout à fait fascinant, c'est l'église invisible. Oui. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte en mesurant... Après, il y a la serre, il y a plein de choses, mais un élément fondamental qui me semble essentiel dans ces travaux, c'est qu'à côté de l'église de Rennes-le-Château, il y a donc le jardin du Calvaire qui a été aménagé par la Bessonnière. Et Ferral s'est rendu compte que c'était une retranscription vraiment à l'extérieur de l'église, comme un double invisible de l'église, puisque au confessionnal correspond le pilier de la Vierge avec pénitence, donc qui renvoie à la notion de confession. Au niveau de l'autel correspond le calvaire avec la croix, donc l'autel c'est le rappel du sacrifice et la croix évidemment c'est la représentation du sacrifice. Et puis on a l'allée centrale, et tout ça est au mètre près. Et donc à côté de l'église visible, l'église de Pierre, qui est construite en pierre, il y a une autre église invisible. Et ça, c'est un des éléments qui me semblait absolument fascinant dans les travaux d'Alain Ferral, c'est que symboliquement, il mettait en lumière l'existence d'une église invisible à côté de l'église de Pierre. Et donc là, on partait sur les thématiques, évidemment, du secret religieux. Et aujourd'hui, à l'aune de ce qui a pu être fait, parce qu'à l'époque on parlait très peu finalement de la gnose, de Marie-Madeleine et de tous ces sujets-là, on a quand même un éclairage intéressant sur cette symbolique mise en évidence par Alain Ferral. Effectivement. Alors il y a aussi les peintures de Mucha. Oui. C'est très intéressant, qui sont des peintures symboliques, où on voit même une sorte de démon, de diable dans la peinture, dans la villa de Béthanie. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de cette peinture-là? Est-ce qu'il y a un symbole ou quelque chose de caché derrière? Alors cette peinture-là, c'est un élément intéressant à plus d'un titre. J'allais dire, le premier élément, c'est que c'est une peinture de Mucha dans la demeure d'un prêtre. Et donc, c'est un des rares éléments conservés, malheureusement, parce qu'il faut savoir que la Villa Béthanie, à l'intérieur, il n'y a quasiment plus rien d'origine, si ce n'est dans un des salons le papier peint d'origine, et qui est très, très art nouveau, en fait, ce papier peint. Et c'est une pièce exceptionnelle du point de vue de l'histoire des arts. C'est très rare d'avoir conservé des papiers peints de cette époque-là, donc c'est un trésor en soi, mais qui nous montre le goût esthétique de la Bessonnière. Il est très orienté art nouveau. Il y avait aussi une lampe, par exemple, une lampe japonisante, qui était très aussi dans le goût esthétique de l'époque, puis tout ce qui venait du Japon plaisait beaucoup au début 20e. Donc
C'était un prêtre à l'âme artiste. Alors cette expression-là, je la tiens de Saunière lui-même, hein, puisque dans les cartes postales qu'il a fait éditer, il y a des petites notices historiques. Il part de son domaine et il est question d'un domaine érigé par un prêtre à l'âme artiste. Donc voilà, lui-même se définit comme un prêtre à l'âme artiste. Donc ça explique qu'il aime Mucha, parce que Mucha, voilà, c'est le fleuron de l'Art Nouveau, de cette esthétique-là. Et donc il achète ce panneau peint. C'est pas un panneau peint qui a été réalisé pour Rennes-le-Château. Il a acheté auprès d'une maison de décoration parisienne, Homme Décor, donc sur un catalogue de vente par correspondance, et on trouve encore ces catalogues de vente avec ce panneau que Saunière a acheté. Mais évidemment, ça pose question, parce que quand on rapporte ce panneau à l'affaire de Rennes-le-Château, eh bien on trouve effectivement le diable, et on trouve au motif, à côté de ces jeunes femmes hein, qui semblent célébrer le printemps, on trouve une vasque de forme circulaire avec de l'eau. Donc on retrouve le diable et ce qui semblerait pouvoir être une représentation de la source du cercle. Alors là, on est vraiment dans l'ambiguïté fantastique telle qu'on la rencontre à Rennes-le-Château. Hein. L'ambiguïté fantastique, c'est pas pouvoir trancher entre l'explication surnaturelle et merveilleuse ou l'explication rationnelle. Soit on se dit c'est une coïncidence, explication rationnelle, soit on se dit eh bien peut-être que Mucha, comme d'autres artistes, ont véhiculé à travers certaines œuvres une certaine connaissance ésotérique. Et bon, ce que l'on sait sur Mucha, c'est qu'effectivement, il a des accointances avec les milieux spiritualistes de l'époque. Il a des accointances, enfin plus que des accointances d'ailleurs, avec la franc-maçonnerie. Donc, ça fait pas se penser voilà, à Fidus parfois. On peut se poser un peu ce nouvel âge entre guillemets de l'époque. Je pensais à autre chose. Tu as fait un reportage aussi sur l'abbé Gillard. Oui, absolument. Un bon très rantoc. Hein. Oui. La partie en dedans. Oui. Est-ce que tu vois justement des rapports entre Gillard et l'abbé Saunière? Alors peut-être justement au niveau des peintures qu'il a mises en exergue, de l'église du Graal. Il y a peut-être quelque chose en rapport. Absolument. Alors, peu on parle de ça. Alors oui. Alors Gillard, pour moi, c'est une révélation. C'est-à-dire que je suis allé en Brocéliande pour voir l'église du Graal. Et pour être honnête, bon, j'avais vaguement entendu parler de cette église du Graal. Je pensais que c'était un lieu un peu touristique. Je ne connaissais pas du tout l'histoire de l'abbé Gillard. Et puis je suis rentré dans cette église. Alors il y a cette phrase effectivement sur le porche, la porte étant dedans, qui d'entrée nous met dans un certain état d'esprit. Hein. Et là, on pressent qu'on va rentrer dans quelque chose de particulier. Et effectivement, je rentre dans cette église et c'est à l'époque où j'écrivais mon livre Voyage dans la France magique. C'était voilà, et je voulais traiter de ce sujet, mais voilà, j'ai voulu aller sur place pour me rendre compte. Et quand je rentre dans l'église, je commence à observer la décoration. Et je me dis, bon ben là, on est vraiment face à quelque chose. Saint-Dénos, avec le cerf blanc et les 4 lions. Voilà, il y a ça, il y a tout ce chemin de croix, alors qui pour le coup, parce qu'on a beaucoup glosé sur le chemin de croix de Rennes-le-Château, mais là, le chemin de croix de l'abbé Gillard dans l'église de Trévorin-Tech, pour le coup, on a vraiment des paysages qui proviennent soit du village, soit des environs du village. Et là, c'est pas de l'interprétation, c'est factuel, c'est-à-dire qu'on a des roches des alentours de Trévorin-Tech qui sont représentées, on a des maisons de Trévorin-Tech qui sont représentées, donc on a l'impression que ce qui a pu être raconté sur le chemin de croix de Rennes-le-Château, avec cette idée que ça renverrait à des paysages environnants le village, eh bien c'est à Trévorin-Tech que ça existe pour de bon. Et puis il y a un autre élément qui m'a troublé, il y a énormément d'éléments, mais là j'essaie de te résumer. C'est un des tableaux qui est dans le cœur de l'église, autour de la fontaine de Barenton, donc, qui est une des fontaines mythiques de la fontaine de Brocéliande. On a 4 scènes qui sont représentées, et une de ces scènes nous montre un personnage avec une espèce de chasuble couverte de symboles, hein, des serpents, des signes du zodiaque. Et ce personnage a une étoile sur la tête, il est à côté d'un immense trésor. Et tout voilà. En or, tout et voilà, il est habillé avec des dorures, etc. Et ce personnage m'a vraiment interpellé, tous ces symboles m'ont interpellé. Et donc j'ai voulu comprendre. Et à partir de là, j'ai fait des recherches. Donc ce personnage, c'est Léon de l'Étoile, qui était un hérétique, hein, qui a été déclaré hérétique par l'Église. Et là, il est mis en valeur par l'abbé Guillard. Parce que je me suis plongé dans les écrits de l'abbé Guillard. Et l'abbé Guillard a développé vraiment tout un langage symbolique, en fait. Et on voit que tous les symboles qu'il a disposés autour des Léon de l'Étoile sont des symboles qu'il présente comme un sauveur, comme quelqu'un de quasi messianique. Donc, il véhicule au sein de son église un message clairement ésotérique. Dans ses écrits personnels, il parle des cathares en disant qu'ils ont sans doute possédé le Graal. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres hérétiques. Léon de l'Étoile était certainement un gnostique cathare. Hein. Le peu que l'on sait sur sa doctrine correspond à ça. Donc, voilà, c'est un prêtre
qui développe une vision positive en fait du catharisme et de la gnose et fait des cathars des possesseurs du Graal. Donc c'est très très étonnant. Et là on est vraiment dans du factuel, on n'est pas dans de l'interprétatif. Donc j'ai développé tout ça assez longuement avec tout le décryptage de l'Église dans mon livre Voyage dans la France magique. Et alors ce qui est troublant, ta question c'était est-ce qu'il y a un lien avec Rennes-le-Château? Premier lien, c'est Plantard. Parce que Plantard, quand on regarde son parcours, il a été sous la protection de Geneviève Zaeffel, qui était une voyante extrêmement célèbre des années 30, qui remplissait la salle Pleyel. Et donc, Geneviève Zaeffel l'a prise alors qu'il était adolescent et sous sa protection. Et c'est elle qui le finance quand il a 20 ans et qu'il crée sa première revue Vaincre. C'est elle qui finance, hein. Voilà, ça c'est très clair. Et là où elle vit, un symbole très particulier. Oui. La Croix du Sud qui renvoyait à la Lémurie. Et donc elle a sa maison de famille, hein, sa tour d'ivoire, à côté de Tréorentec, dans la forêt de Pimpon, donc qu'on appelle communément la forêt de Brocéliande, et c'est le manoir du Tertre. Donc Plantard est allé là-bas, et il est allé là-bas à une période où l'abbé Guillard était là-bas aussi. C'est impossible qu'il n'ait pas vu l'église du Graal, il n'en parle pas, mais c'est impossible qu'il ne l'ait pas vu et qu'il n'ait pas rencontré l'abbé Guillard. Et j'ai l'impression qu'il s'est inspiré de cette histoire pour nous raconter quelque chose à Rennes-le-Château qui est un peu aussi un miroir de Tréorentec. Donc ça c'est un premier élément. Il y a d'autres connexions tout aussi mystérieuses. C'est qu'il semblerait que l'abbé Guillard soit venu à Rennes-le-Château et visiter l'église de Rennes-le-Château. Pendant la guerre, il avait été mobilisé du côté de Rodez. Je vais évoquer ça dans un livre à paraître à l'automne, mais ça a été évoqué par Jean Marcal. Et donc Jean Marcal connaissait très bien l'abbé Guillard. Et dans ses souvenirs, l'abbé Guillard y avait raconté avoir visité une église tout à fait surprenante dans le sud de la France. Et c'est des années après que Marcal a réalisé que c'était l'église de Rennes-le-Château. Donc peut-être que Guillard s'est en fait inspiré aussi de Saunière. Voilà, il y a tout un tas de connexions encore à explorer dans ce domaine. Ben oui, c'est très intéressant. C'est sûr qu'il y a des choses à explorer là-dessus. Ensuite, tu t'es intéressé aussi peut-être à d'autres endroits en dehors de Rennes-le-Château, peut-être aussi à Gisors, par rapport à l'Aumois, donc c'est lié à Deux-Sèvres. Alors Gisors, oui, bon, évidemment je m'y suis rendu, c'est un des lieux de ce grand pèlerinage à travers la France mystérieuse qui est incontournable. Ce qui m'a intéressé, c'est le travail de Plantard sur Gisors. Et c'est tout à fait éclairant, c'est-à-dire que ça m'a permis, l'étude des textes de Plantard sur Gisors m'a permis de comprendre certains symboles utilisés à Rennes-le-Château. Parce que il y a quelque chose qui est assez étonnant. Il y a une première donc, tentative de mystification autour d'une histoire de trésor qui est réalisée par Pierre Plantard à Gisors avant qu'il ne vienne à Rennes-le-Château. Et donc, bon, il y a toute cette histoire de coffres, de chapelles souterraines, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que Plantard compose un texte sur Gisors où il va introduire des éléments symboliques. Il va parler d'alchimie, de constellation, de la Reine Blanche. Il va plaquer tout un tas d'archétypes ésotériques en fait sur cette histoire de Gisors. Et puis, bon, pour une raison mystérieuse, ce projet-là capote après les Templiers sont parmi nous. Et Plantard va orchestrer à ce moment-là le mythe de Rennes-le-Château. Mais il va réutiliser en fait des éléments. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on sent que Plantard veut révéler des choses, mais qu'il faut obéir à un calendrier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout dire tout de suite. Et c'est notamment patent dans le cas de Gisors, c'est-à-dire que dans les textes qui ne seront pas publiés, il est déjà question du prieuré de Sion. Dans le texte publié par Gérard de Sède, cet élément va être retiré. Voilà. Sur la symbolique maçonnique, c'est pareil. Elle est très explicite dans les textes composés par Plantard autour de Gisors. Elle est beaucoup plus discrète dans les textes qu'il compose autour de l'affaire de Rennes-le-Château. On a l'impression qu'il a des éléments qu'il doit révéler, mais qu'il ne peut pas tout dire tout de suite, et que donc il va falloir composer tout un cheminement, plusieurs mythes en France. Il y a Gisors, il y a Rennes-le-Château, il y en a sans doute d'autres,
pour délivrer progressivement ce message. Il y a un autre élément de comparaison qui est malgré tout intéressant et qui nous permet de comprendre qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à Rennes-le-Château. C'est qu'à Gisors, il est question de tous les archétypes féminins qu'il va y avoir à Rennes-le-Château, dans l'histoire telle que racontée par Plantard, mais il n'est pas question de Marie-Madeleine. Ces archétypes féminins sont déjà présents chez Paul Lecourt, mais chez Paul Lecourt, il n'y a pas Marie-Madeleine. Marie-Madeleine n'apparaît que dans le mythe plantardien créé à Rennes-le-Château. Donc ça semble vouloir dire qu'il y a bien quelque chose ici qui est spécifiquement lié à Marie-Madeleine. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant de comparer les deux affaires, parce qu'il y a ce jeu des différences qui permet de faire ressortir aussi des particularités propres au mythe créé à Rennes-le-Château. Et quand je dis mythe, je ne veux pas dire que c'est une supercherie. On a bien compris que pour moi, le mythe est un symbole qui permet de raconter quelque chose, qui se rattache à une réalité, qui n'est pas forcément celle qui est mise en avant dans le mythe, mais qui est une réalité mystérieuse malgré tout. D'accord. Il y a aussi un autre endroit où on revient plus vers Rennes-le-Château, c'est l'église de Cassagne, avec ce sonnière là marqué, et puis le MCX. Qui a marqué aussi. Qu'est-ce que tu penses de cette église et le symbole qu'il y aurait derrière? Oui, alors c'est vrai que tu me prends un peu de cours sur cette question. Le Saunière, j'étais allé le voir vraiment au tout début, donc dans les années 90. J'étais allé sans savoir d'ailleurs, parce que je faisais toutes les églises des environs systématiquement, et donc effectivement j'avais remarqué cette signature sur le mur extérieur. Et puis je l'avais photographié, je ne sais pas du tout d'ailleurs où est passée cette photo, c'était de l'argentique à l'époque, mais après j'ai pas d'interprétation particulière sur le reste. Aussi, justement, qui est ici présent, Jean-Patrick Pontal a parlé des N inversés. Que penses-tu de ce travail? Alors, les N inversés, ouais, c'est une vaste question. C'est vrai que ça semble être une signature, ça pourrait être une signature. Le fait est que, alors, c'est là aussi qu'on est dans une ambiguïté fantastique de nouveau, parce que j'en ai rencontré pas mal finalement à travers la France des N inversés, y compris dans des lieux qui a priori n'ont rien de mystérieux. Donc on les retrouve à Saint-Sulpice, donc on les retrouve sur des lieux qui semblent être liés au mystère, clairement. Mais ça m'est arrivé d'en rencontrer autour d'édifices religieux qui, à ma connaissance, ne sont pas reliés d'une façon ou d'une autre à un mystère quelconque. Alors, est-ce que certains N inversés sont la signature d'une société ? Est-ce que d'autres sont le fait du hasard ? Voilà, j'ai pas de réponse, vraiment pas de réponse définitive sur la question, mais ça n'en demeure pas moins un des sujets intéressants de cette histoire de Rennes. Qu'est-ce que tu as pensé du livre de Louis Fédier, La Cité des Chariots, de 1880 ? Alors c'est le bouquin fondateur pour identifier Rennes-le-Château à la cité de Rédé. Pour moi, ça, voilà, même si certains historiens par la suite ont critiqué sa méthode, évidemment on ne se situe pas à la même époque, on n'a pas les mêmes exigences historiques et académiques à l'époque de Fédier et à la nôtre, mais ça reste pour moi un ouvrage essentiel, et je pense qu'à un moment ou à un autre, on montrera la véracité de ces travaux, même si évidemment après sur des points de détail, il y a toujours des contestations possibles sur le détail, mais sur l'identification qu'il fait entre Rennes-le-Château et l'antique cité de Rédaé, dont l'existence historique est certaine mais qu'on n'a jamais retrouvée, moi je souscris pour l'instant et jusqu'à preuve du contraire à la théorie développée par Fédier. Je dis théorie parce que voilà, ça n'a pas été prouvé archéologiquement parlant, mais je pense qu'il est dans le vrai. Alors dans des personnages extérieurs, comme on a parlé de Gillard, qui était peut-être à Rennes-le-Château, est-ce que pour toi Autoran serait mieux à Rennes-le-Château ? Faire des recherches, parce que souvent dans les livres qu'il a fait, ce qu'il ne dit pas, c'est là que c'est propre aux recherches. Absolument. Alors, Autoran, c'est un dossier évidemment sensible et fantastique aussi, parce qu'on n'a pas de preuve qu'il soit venu à Rennes-le-Château. On n'en a aucune preuve, c'est une supposition. Un des anciens habitants du village de Rennes-le-Château affirmait qu'Autoran était bienvenu, qu'il avait été accueilli par Marie à la Villa Béthanie, mais voilà, c'est un témoignage oral.
ce n'est pas une source écrite, donc il y a toujours la suspicion autour de l'oralité. Franchement, ça me semble pas impossible qu'il soit venu ici, mais il n'y en a aucune trace, absolument aucune trace écrite. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Othoran a rencontré des personnages majeurs lors de ses différents séjours en Ariège, et que pour moi, il a véhiculé beaucoup de choses dans ses écrits. Général Pierre dans les grottes. Alors, c'est un peu un personnage à la Plantard, Othoran, Oui. parce qu'il y a des falsifications, Oui. c'est-à-dire il y a des graffitis qu'il va créer de toutes pièces dans ses grottes pour créer une espèce de codage cathare autour du Graal. Donc il y a ce côté-là falsificateur, Il est très aidé par Antonin Gadal. En même temps, voilà. C'est Gadal derrière. Il y a Sans Gadal, il n'y a pas d'Othoran. derrière Gadal, il y a Garrigou. Oui. Voilà, une espèce de patriarche qui avait en possession des traditions. Et derrière tout ça, il y a aussi ces vieilles traditions qui avaient été véhiculées dans le Sabartès par les bergers. Et d'ailleurs, Rennes se réfère souvent à des discussions qu'il a eues avec des bergers qui lui ont raconté certaines choses. Et dans ce milieu-là, tout à l'heure, je t'évoquais la Rose-Croix de Toulouse, mais dans ce milieu-là, il y a des choses tout à fait essentielles. Autour de Gadal, Garrigou, etc., Rennes, il y a les Polaires, il y a Maurice Magre, il y a Gueuzy, par exemple, que j'ai pu évoquer dans certains écrits, et notamment dans La Phrase magique. Gueuzy qui est un personnage tout à fait central, parce que on dit souvent c'est Othoran qui a inventé le mythe du Graal à Montségur et l'identification de Montségur à Montsalvatsch au château du Graal. Mais en fait, Montserrat aussi. Non, oui, il y a Montserrat aussi, alors là c'est encore un autre dossier. Chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Othoran publie sa croisade contre le Graal, où est formulée cette identification, Gueuzy dit mais c'est pas lui qui l'a inventé, contrairement à tout ce que dit la presse. On l'a dit avant, justement dans ces milieux rosicruciens toulousains. Donc Gadal, il est sous influence. Et Rennes, qui est sous l'influence de Gadal, il est lui aussi sous influence de certains milieux. Et je finis avec Gueuzy, avec un ouvrage introuvable que je cite dans Voyage dans la France magique, avec la folle du Montcalm, donc cette femme réelle qui vivait nue parmi les ours et qui vivait protégée par les ours dans les montagnes ariégeoises. Gueuzy véhicule une tradition qui fait d'elle la dernière cathare, et il parle d'un Agartha ariégeois où se seraient réfugiés les parfaits, et ça me semble tout à fait essentiel, cette idée d'une Agartha, alors sans doute symbolique, et il parle d'une collusion entre les damnés en quelque sorte, c'est-à-dire cathares, templiers, qui tous se seraient réfugiés quelque part là-bas en l'attente d'un monde meilleur, et qui peut-être ne serait pas Von Buren l'a transporté ici à Bugarach aussi. Oui, alors après, il y a des réécritures contemporaines Apocalypse. différentes, mais voilà. Mais tout ça pour dire qu'en fait, toutes ces dérives actuelles, des fois un petit peu délirantes, en fait, elles ont des origines très profondes et qui, pour le coup, de l'archétype, sont... Jung. Par moments, oui. Ah ouais. Est-ce que tu t'es intéressé aussi à Argini, justement, l'affaire Jacques Brailleur et Arcade qui est lié aux Templiers? Oui, qui est lié aux Templiers. Alors je m'y suis intéressé sans trop rentrer dans les détails. Dans le cadre, oui, j'ai écrit un bouquin sur les Templiers aussi, l'ombre des Templiers, qui est un bouquin, alors pas sur l'histoire du Temple elle-même, qui est rapidement résumée au début évidemment, mais plutôt sur le légendaire de l'ordre du Temple, toutes les légendes qui ont été inspirées très rapidement après la disparition du Temple. Il y a des histoires de fantômes de Templiers, etc., de malédictions. Et donc dans ce cadre-là, oui, Argini, je l'ai évoqué un petit peu, travaillé un petit peu, mais c'est pas un dossier que j'ai creusé profondément. Deux dernières questions. Pour toi, qui serait Assassin Angelis? C'est très compliqué. Alors là, Joker. Joker. Ouais. Non, Joker, non, mais Joker, alors, il y a des différentes hypothèses. Moi, je préfère rester à l'état d'affaire non classée, puisque, factuellement, c'est ce qui s'est passé. C'est une affaire non classée, c'est un cold case, il n'y a jamais eu de résolution. Tout ce que je peux dire sur cette histoire, c'est que, alors, récemment, j'ai fait une découverte qui n'en était pas une parce que ça avait été déjà trouvé, mais il n'y avait pas eu d'écho autour de ça. C'est que c'était pas la première fois qu'on essayait d'assassiner Gélis.
Bien sûr. Et donc ça, c'est tout à fait étonnant. Pelle, déjà. Donc il avait eu effectivement, alors c'était dans un journal catholique de l'époque, où on disait voilà encore un curé, mais il était un peu plus jeune à l'époque, on essaie de l'assommer, et puis il se retourne, il met en déroute l'agresseur. Donc voilà, manifestement on en voulait à cet homme. Pour quelle raison? Là vraiment je ne vais pas m'engager dans une réponse, et puis en plus concrètement, ceux qui ont formulé les hypothèses n'ont jamais apporté l'once d'un élément pour appuyer ces hypothèses-là. C'est des suppositions qui restent des suppositions gratuites. Tout ce qu'on peut dire, c'est que dans l'état actuel de nos connaissances, c'est pas un crime crapuleux dans le sens qu'on n'a pas dérobé les énormes sommes d'argent qui étaient chez lui, qui étaient stockées chez lui, et qui était facile à trouver d'après les rapports d'enquête de l'époque, que manifestement on aurait effectivement sorti d'une chemise maculée de sang des documents, mais voilà, c'est le seul constat que je peux faire, et je crois que raisonnablement on ne peut pas, en l'état actuel de nos connaissances, aller plus loin. Peut-être qu'un jour, certains éléments nouveaux ressortiront et qu'on pourra avancer dans cette Et histoire. la piste Schwab, tu en penses quoi? La piste Schwab. Schwab. Alors, Schwab. Oui, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Dis-moi. Dire comme quoi c'est quelqu'un qui justement se trouvait à Toulouse. Enfin, il y a toute une histoire par rapport à ça. Après, il faut rechercher dessus. Mais ça se dit peut-être rien. Non, la C'est Joker pas de nouveau, c'est Mike. Non, c'est pas une piste que j'ai creusée. D'accord. Juste, tu peux nous parler de ton dernier livre, donc Le Royaume des sorcières, Voyage au cœur du féminin sacré. Ouais. Tu peux nous en parler? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Quelle a été l'orientation? Alors, l'orientation, c'est la chasse aux sorcières. Enfin, c'est un petit peu le point de départ et le souvenir que les sorcières ont laissé. Le point de départ, c'est que, notamment dans les Pyrénées-Orientales, sur certaines maisons, on a encore des traces de dispositifs magiques pour lutter contre les sorcières. Et donc après, c'est une plongée dans l'ombre, dans un premier temps, parce que c'est une plongée dans la persécution des sorcières. Et j'essaie de comprendre pourquoi il y a eu cette persécution. Donc là, je me suis plongé dans la lecture des textes de l'époque pour essayer de comprendre et qui étaient ces femmes en fait qu'on a accusées de tous les maux. Est-ce que vraiment elles s'adonnaient à des cultes démoniaques? Et donc ce qui se transparaît, non, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques magiques qui étaient tolérées jusqu'à un certain moment et qui à un moment donné ont été diabolisées. Et elles ont été diabolisées avec les outils qu'on avait créés pour lutter contre les Templiers, pour lutter contre les Cathars. Parce que la chasse aux sorcières, en fait, historiquement, elle succède à la chasse aux hérétiques. Et donc on a un appareil qui est déjà créé avec des accusations qui sont stéréotypées, culte du chat, culte du diable, cérémonie indécente, etc. etc. Tu as écrit sur le chat aussi. Et j'ai écrit sur le chat aussi, sur le légendaire surnaturel du chat. Et donc à partir de là, on voit qu'il y a une création d'un mythe diabolique autour de groupes de femmes qui, à l'origine, n'avaient rien de diabolique. Voilà. Et du coup, la question dans la suite du livre, c'est qui donc étaient ces femmes, quelles étaient leurs pratiques, d'où venait leur savoir. Et donc là, on remonte à travers le temps, c'est-à-dire que les sorcières ont été persécutées à la Renaissance. On a souvent l'image d'Épinal du Moyen-Âge, obscurantiste, etc. Mais c'est à la Renaissance, la grande chasse aux sorcières. Et donc on remonte dans le temps, on voit qu'au Moyen-Âge, il y a des pratiques magiques qui sont tolérées, y compris par l'Église. Je montre plusieurs exemples où il y a des vols de ciboires, par exemple, dans une église, où le prêtre va chercher une sorcière qui est réputée pour retrouver les objets perdus. Donc ces pratiques-là étaient admises, comme les pratiques de guérison, etc. Si on remonte plus loin, on voit que la sorcière existait déjà dans l'Antiquité, et que dans l'Antiquité, on a trace de communautés religieuses de femmes, comme les prêtresses de l'île de Saint, par exemple, qui vont vivre entre elles et avoir certains rites particuliers qui sont vraiment coupés du monde des hommes, en fait. Du monde des hommes en général, pas uniquement au sens de sexe masculin, au sens de l'humanité en général. Et si on remonte plus loin dans le temps, eh bien, on remonte à des religions certainement très archaïques, préhistoriques. Et donc voilà, c'est un espèce de voyage à travers le temps vers la source de ces traditions féminines, puisqu'on a un chamanisme dans l'Antiquité qui est là, on a un chamanisme préhistorique. Alors là aussi, le terme aujourd'hui est très galvaudé, mais vraiment au sens traditionnel du terme.
Et on a des femmes chamanes à la préhistoire, on a retrouvé des tombes qui semblent l'indiquer. Donc voilà, c'est cette traversée du temps. Et puis on revient après au 19e siècle avec le retour en grâce de la sorcière, progressif, mais là aussi un petit peu orienté, un petit peu déformé par l'imaginaire. Et l'idée, c'était voilà, de traverser l'imaginaire de la sorcière pour restituer qui était vraiment la sorcière des origines, en fait. Voilà. Et donc, c'est un voyage à travers des textes, à travers des lieux aussi, à travers des légendes. L'idée, c'était de parcourir un peu cette France des sorcières. Donc, on va partir en Bretagne, par exemple, hein, avec entre autres la Vénus de Kinipili, mais aussi les croyances autour des mégalithes. On va partir en Alsace avec les tours des sorcières, mais aussi certains lieux de culte païens très anciens où les sorcières étaient censées se réunir. Et puis dans le sud de la France, évidemment, les Pyrénées-Orientales où il y a énormément de légendes de sorcières. Et puis voilà, et puis après je reviens sur le... ça, je crois que c'est l'heure. Et ben, ça tombe bien, on a quasiment terminé. Et je reviens voilà, avec les prêtresses du Canigou, enfin avec tout un tas de choses. Voilà, ça a été un long voyage, mais fascinant voyage dans l'histoire et puis dans des espaces qui encore aujourd'hui sont très atmosphériques. D'accord, très bien. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Un dernier message à faire passer, eh ben, écoutez, réenchanter le monde, quoi. Voilà, Mike fait des émissions sur les mystères, donc moi je le dis, il faut réenchanter le monde, donc c'est des sujets qui sont déterminants dans ces périodes troubles et puis ces périodes de décadence, mais oui, de déclin quoi, civilisationnel et de matérialisme absolu. Donc oui, réenchanter vos vies à travers toutes ces histoires, mais sans rentrer dans des croyances aveugles. Voilà, c'est la mise en garde que je ferai. Soyez en quête, mais ne figez pas votre vie autour de croyances et de rites ou de quoi que ce soit, mais soyez plutôt dans le rêve et dans la quête du Graal, la vraie. Voilà. Très bien, merci beaucoup Christian Domergue. En plus on était dans un cadre enchanteur au jardin de Marie, Reine de Château. Merci à toi Mike. Voilà, ça va, merci.